On est à l'antenne. Hey, Bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, ça va Nicolas? Oui, mais ça va extrêmement bien parce qu'on parle d'un manga extrêmement cool en fait. On parle de quoi aujourd'hui Jérôme? On parle de Jujutsu Kaisen. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Jujutsu Kaisen en fait pour commencer littéralement? Jujutsu Kaisen, on va surtout demander dans quelques instants à Fedwa Lamodière, qui est la traductrice du manga et qui sera avec nous. Je crois que Et ça on veut dire pourra combat de sorciers, je crois. Mais effectivement, on va demander à Fedwa tout à l'heure. C'est elle qui connaît. Oui, extrêmement cool. Enfin, tant la version papier que l'anime. J'ai un gros faible pour l'animation. Moi, je trouve que vraiment, ça transcende tout sur ce manga. Toi, tu as une préférence? Moi j'aime beaucoup le manga. Eh bah, très bien, bah, comme ça on est complémentaires. C'est pas un manga qui est très vieux pour le coup. Le dernier Twitch qu'on a animé c'était sur One Piece. Alors là pour le coup, bon, 22 ans de série, là on en est loin, ça commence à peine, ça a commencé quand? En 2018 au Japon. Et puis là en France, il y a que 8 tomes parus. Le 9e sort le 3 juin chez Kiyun. Donc on est sur une série vraiment très jeune. Et on va en parler pendant 1 heure avec la traductrice du manga Fedwa Lamodière et aussi Olivier Fallet, qui travaille à Crunchyroll, qui est spécialiste d'animation japonaise. Et Crunchyroll, vous connaissez ça forcément, puisque c'est là où on peut voir en exclusivité en France l'animé Jujutsu Kaisen. En effet. Il y a quoi? Une saison pour le moment en animé, 24 épisodes qui viennent de se terminer. On est déjà, enfin pour ma part, en manque de la suite et il va falloir être patient, mais ça aussi on en parlera tout à l'heure. Et c'est très important à dire, Nicolas aussi, il y a sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on va tâcher d'y répondre. On va aussi vous faire gagner quelque chose, donc restez là, vous allez savoir dans quelques instants ce que c'est. Et c'est important d'être là pour Jujutsu Kaisen parce que c'est vraiment une série très jeune qui a tout de suite fédéré un très large public. On est quand même à quoi? Plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et ce qui est d'autant plus impressionnant dans le cas de Jujutsu Kaisen, c'est que c'est une série qui a remporté un très grand succès sans anime. Avant même l'anime, la série papier cartonnait. Et en France, ça fait qu'1 an que c'est là et c'est un phénomène. On voit souvent dans les librairies, il y a toujours plein de groupes de gens qui les achètent et qui en parlent et qui échangent. C'est très très fédérateur. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. L'anime a boosté les ventes dans la foulée quand même aussi. Un peu classiquement, j'ai envie de dire. Ah oui, complètement. Très bien, on fait un mot sur l'auteur ou pas du tout? Qui est un jeune auteur, quoi, à peine 30 ans. Un jeune auteur, ouais. C'est important d'en parler. Gege Akutami. On le connaissait déjà ou en fait c'est la première fois qu'il s'empare qu'il crée sa série. Il était assistant, je crois, avant sur quoi? Sur Hunter x Hunter. C'est un mangaka qui est très jeune. En plus, on ne sait pas trop à quoi il ressemble parce qu'il a un masque de robot quand il apparaît en public. Tu mentionnais Hunter x Hunter. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui est, pardonnez-moi si je prononce mal, Osgurt, qui demande s'il y a une inspiration Bleach. Et effectivement, le premier chapitre a la même structure que Bleach. Donc c'est clairement une inspiration pour l'auteur. On va en parler dans quelques instants. Il y a aussi Kamori qui trouve que c'est un peu surcoté, les personnages sont plats, mais ça aussi on va évoquer. Je pense que Fedwa et Olivier seront peut-être pas d'accord. Et oui, c'est un jeune auteur, il a plein d'inspirations. Il y a sans doute des inspirations de Death Note, il y a sans doute une inspiration de Naruto aussi. Oui. Il y a clairement une inspiration aussi de Yu Yu Hakusho. Enfin, c'est une série qui brasse beaucoup d'influences de manga des 30 dernières années. C'est des codes qu'on connaît, c'est assez classique, mais c'est extrêmement bien fait. Moi, pour le coup, c'est effectivement des thèmes qu'on connaît, des trames qu'on connaît, mais pour le coup, c'est d'une efficacité redoutable, quoi. Donc, on peut être dans le classique et extrêmement efficace en même temps. Il y a quelque chose que dit Ahmed Han, qui est le patron des éditions Kiyun, qui a découvert le manga, qui l'édite en France. Il dit en fait que c'est un shonen pour vieux et un seinen pour jeunes. Oui. Et, et en même temps, c'est ce qui explique pour lui le succès. Parce que ça s'adresse à la fois aux jeunes et à la génération qui a grandi avec les séries des années 90, 2000. Et il y a aussi un côté très, comme tu l'as souligné, très jump, très shonen classique, qui inspire beaucoup les gens et qui contribue aussi au succès et qui permet de séduire un large public. C'est très vrai. On va peut-être appeler nos invités pour le coup. Bien sûr. Hop. C'est eux qui pourront répondre et qui détiennent la science. Ah, il y a Antonin qui nous demande si commencer avec l'anime c'est bien. Ah bah justement, c'est la première question pour Olivier Fallet, ça. Eh bah allons-y, alors. C'est parfait. Boum, tac, et c'est parti. Hop. Bonjour messieurs, dames.
On vous voit, vous êtes là. Bonjour. Alors, bonjour Olivier. Bonjour. Fédois. On vous a déjà présenté, mais peut-être qu'on va le refaire. Olivier, donc vous êtes aux manettes de Crunchyroll, c'est bien ça? Entre autres, attention. On est plusieurs aux manettes, mais en tout cas, effectivement, je travaille pour Crunchyroll, qui est le service de streaming qui a diffusé l'animé. Depuis quand? Depuis sa diffusion au Japon, puisqu'on travaille en simulcast, c'est-à-dire on diffuse les épisodes 1 heure après leur diffusion au Japon. Donc la série, elle a été diffusée d'octobre 2020 et elle s'est terminée à la fin du mois de mars de cette année pour la première saison. D'accord. Et d'ailleurs, et après, il y a aussi Fédois Lamodière avec nous. Bonjour Fédois, tu étais avec nous déjà dans le premier live sur SNK, et là tu reviens pour Jujutsu, puisque tu es la traductrice de la série. Du manga, oui. Je travaille pour les éditions Kiyun. Et alors, est-ce qu'on peut commencer par cette question de Antonin qui s'écrit Anto, plus loin nain comme un nain. Et il demande, est-ce que commencer avec l'animé, c'est mieux? Alors, c'est quoi quelle est votre réponse position sur la question? C'est très personnel. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment selon la sensibilité de chacun. Moi, personnellement, je conseillerais de commencer par le tome 0. Donc, comme il n'existe pas encore en animé, je vais commencer par le manga. Une transition assez toute trouvée, parce que, on pourra peut-être en parler plus tard, mais ça n'existe pas pour le moment en animé, le tome 0, je crois. Mais bientôt, il y aura un film. C'est ça. Je me tourne vers Olivier, pour le coup, c'est ça la prochaine étape dans l'anime de Jujutsu. C'est ça, c'est le film consacré au tome 0. D'ailleurs, Olivier, il y a Guy Bolt qui vous demande de monter légèrement votre son de micro. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort, un peu plus près. Vous m'entendez bien là, c'est bon? C'est bon, je crois. Ok. Oui, donc, la saison 1 de l'animé, elle s'est terminée après 24 épisodes. Et l'annonce que tout le monde attendait, c'était de savoir quid de la suite, puisque le manga continue d'être publié et on a tous hâte de voir la suite adaptée. Il n'y a pas eu pour l'instant d'annonce sur une saison 2, mais la bonne surprise a été l'annonce d'un film d'animation qui va effectivement adapter ce fameux tome 0, qui est une préquelle. Pas de date pour l'instant. Je pense que ce sera plutôt pour 2022 à titre personnel. Mais voilà, donc pour l'instant, les annonces, c'est la préquelle, et puis on croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2. Mais bon, je suis quand même assez confiant. La série, elle a rencontré un très grand succès, tout d'abord au Japon, parce que malgré tout, c'est là-bas que ça se passe, et c'est là-bas que ça se décide, mais également à l'international. Donc ça serait étonnant qu'on n'ait pas la suite des aventures de nos exorcistes. Il y a une question de Algorithme TTV, on le salue, qui nous dit j'aime pas trop l'anime, le manga, tu sens mieux le trait de Gege Akumati. C'est quoi votre... Akutami, bah oui, mais... Akutami, ouais. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous trouvez que le manga, que l'anime rend hommage au trait de Gege Akutami ou pas du tout? Le trait d'Akutami est vraiment très nerveux, très jeté, presque brouillon par moment. Et il faut savoir que ce genre de style graphique est très difficilement adaptable pour une animation, parce que les dessins qui vont ensuite être animés doivent être très très clean, au contraire. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas retrouver exactement le même style graphique que l'auteur original. De toute façon, une adaptation, voilà, ça porte bien son nom, c'est une adaptation. Il faut adapter. Pour le coup, c'est très bien adapté. Enfin, moi, notamment sur les combats qui sont extrêmement bien séquencés, je trouve, dans le manga. Moi, je m'y suis complètement retrouvé dans l'anime, pour le coup, quoi. Il y a des combats, mes combats préférés, les combats d'anthologie, je les ai retrouvés vraiment sublimés dans l'anime, je trouve. Je sais pas quel est votre point de vue sur la question, mais j'ai pris un... Comme dit Fédois, voilà, une adaptation, c'est des partis pris. Et c'est le cas d'ailleurs de toute adaptation, que ce soit en animé ou même en prise de vue réelle. Donc on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec les partis pris. Il faut savoir que, justement, ce que disait Fédois, c'est que le manga et l'animation, c'est quand même deux choses différentes. Ça pourrait paraître proche, d'autant plus que le manga a toujours ce côté un peu très storyboard, très
on a l'impression déjà de voir s'animer presque les cases, mais en termes de graphisme, l'auteur de manga va effectivement avoir un certain style, va pouvoir donner des nuances, où on va avoir tout le côté crayonné, enfin, le trait, la plume, et ça c'est quelque chose, c'est tout l'inverse en animation. En animation, c'est un process qui est très long, il faut faire beaucoup de dessins, donc déjà on commence toujours par épurer et par changer un petit peu le style graphique pour qu'il puisse être animé correctement. Après, c'est pas pour autant qu'on épure et que ça rend moins bien. Justement, après, ça va être compensé par la mise en scène, par la chorégraphie des combats, par l'animation en elle-même. Et c'est là-dessus, effectivement, que se font ces choix. Et moi, je trouve que le studio MAPPA n'a pas démérité et qu'au contraire, comme vous l'avez souligné, la chorégraphie des combats, les affrontements sont vraiment très très bien mis en scène et rendre honneur justement à toute l'énergie qu'on trouve dans ce trait du manga. Il y a Xotrop là qui nous dit que si on peut vraiment essayer de monter le son ou effectivement parler plus fort, pardon Olivier. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur le dessin, il y a beaucoup de commentaires qui soulignent ça justement. Il y a par exemple... il y a Odombre qui nous dit qu'il aime bien le style brouillon d'Akutami, mais c'est brouillon et c'est quand même pas très souvent très très précis aussi. Quand même, c'est très impressionnant pour un jeune auteur cette maîtrise. Ouais. C'est rough quoi, j'ai envie de dire, on sent le crayonné, mais c'est très précis sur plein de planches quoi, sur les planches qu'on diffuse d'ailleurs actuellement quoi. Il y a un sens du détail qui est assez costaud quoi, et ça doit lui prendre beaucoup de temps quoi. Non, fais doigt. Je sais pas. Oui, je pensais à une anecdote, c'est parce que donc Akutami dessine tout en numérique. Ouais. Et en fait, avant, il dessinait en traditionnel et il était assistant chez un mangaka. Donc, comme ça arrive souvent, les mangaka débutants font soit les décors, soit les scènes de foule, tout ça chez des mangaka déjà édités, déjà confirmés. Et il était tellement stressé à l'idée qu'il pourrait gâcher la planche de son maître mangaka pour qui il travaillait en traditionnel. Donc, parce que quand on dessine la langue de Chine, forcément, on ne peut pas l'effacer, à part mettre plein de blanc dessus. Donc, c'est très, très stressant. Et donc, il a décidé de switcher et de passer en numérique parce que là, c'est bon, on peut effacer. On peut corriger à volonté. On peut corriger. Et je ne sais pas exactement comment il a fait. Il a dû régler ses brushes, tout ça, pour réussir à avoir un trait extrêmement proche de ce qu'on peut obtenir avec une plume, avec limite des effets d'encre qui bavent et tout ça, c'est simulé et c'est très très efficace. Et ça, c'est une performance en soi. C'est quelque chose numériquement, c'est compliqué à faire. Moi, je dessine pas en numérique, donc je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Mais c'est vrai que c'est des réglages à trouver sur les brushes des différents logiciels. Il y a justement une question de Marc Duge 59200, salut à toi, qui demande ce qui m'a fait accrocher au manga, et je pense que ça doit être aussi au niveau du dessin, c'est sa ressemblance avec Bleach. Et est-ce que est-ce que vous pouvez commenter cette affirmation ? Akutami ne se cache pas de toute façon d'être un grand fan de Tite Kubo, en plus d'être un grand fan de Togashi. Donc c'est très normal qu'on voit l'affiliation. Alors il y a un petit message très sympa de Dubrock40 qui dit « Salut, je suis étudiant infirmier, un petit coucou de ma pause à l'hôpital. » Donc un fan de Jujutsu à l'hôpital, on te fait des gros bisous. Salut Dubrock. Bon courage. Bon courage mon machin. Et alors, fais-toi aussi quelque chose de très sympa pour toi, parce qu'on l'évoquera tout à l'heure, on sait qu'il y a des débats de traduction qui circulent. Enflammés. Mais il y a toujours Marc Dujou 5200 qui dit « Bonjour madame, merci pour la traduction ». Et il y a Shao Nichan qui dit attention pour les trades en France, on a souvent des erreurs d'interprétation de certains sens. Ah, ça je pense que c'est quelqu'un qui fait référence à Rayon Noir. Ouais, Est-ce que c'est ça ? Dites-nous dans les commentaires si c'est ça ou s'il y a d'autres choses dans les traductions. C'est à ça que vous... Si vous voulez des précisions, c'est le moment, mais parlons peut-être de Rayon Noir, parce que c'est quand même un truc important. Parce qu'il y a deux écoles, c'est bien ça, Rayon Noir et... Donc globalement, on ne peut pas dire qu'il y ait des erreurs d'interprétation avec le japonais. On peut juste avoir plusieurs interprétations différentes. Et toutes les interprétations peuvent être correctes. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai qu'il y avait eu un gros débat entre Rayon Noir et Éclair Noir, je crois que c'était dans la version Scantrad. Oui, c'est ça. Les fans s'étaient habitués à la version Éclair Noir. Et quand moi, j'ai
j'ai sorti ma version rayon noir, ça leur a pas plu du tout, alors que les deux versions se valent à mes yeux. Parce que ce qu'il faut Après, c'est une préciser, question de goût. ce qu'il faut préciser aussi, c'est que beaucoup de scantrad se fondent par exemple sur Manga Plus qui est en anglais, et en anglais c'était Black Flash, et Black Flash c'est éclair noir quand on le traduit de manière littérale. Et rayon noir, Ouais, rayon noir. Non. c'est pas non plus Black Lightning, c'est ça, ce serait Oui. vraiment éclair Éclair noir. noir, C'est ouais. Black Flash, c'est oui, éclat de lumière noire. Donc Ah. après, entre éclair et rayon, choisissez votre camp. Moi, j'aime bien éclair, hein, je Et- sais pas. Et il y a JK Scéniste qui dit Maître de fléau, ça m'a dérangé un peu. Mais qu'est-ce que tu veux dire Ah par oui. là Là, J.K. Simmons c'est un peu plus délicat, c'est vrai, mettre des fléaux. C'est pas ce que j'avais mis à la base, c'est un choix de l'équipe éditoriale de Kyun. Ouais. À la Et, base, vous aviez mis quoi? On peut le dire ou... oh, si ça vous intéresse, oui, moi Ouais. j'avais mis conjurateur, parce que Ah. c'est un terme que j'aime bien, conjurateur, parce que en japonais aussi, le terme en version originale peut être interprété de deux manières. C'est parce que c'est un peu les mauvais exorcistes, entre guillemets. Ah. Et en même temps, c'est un terme qui est utilisé pour parler d'un exorciste normal. Et Gege Akutami l'a choisi pour en faire les exorcistes du côté obscur, Voilà. finalement. Et donc, moi, j'aimais bien le terme conjurateur parce que le mot conjurer, le verbe conjurer en français, peut avoir le sens à la fois de conjurer un sort, par exemple, donc qui est plutôt bénéfique, ou alors conjurer un démon, dans le sens invoquer un démon. Donc il y avait cette ambivalence que j'aimais bien, mais ça n'a pas convenu à l'équipe de Kyun qui a voulu changer. Bon. Voilà, ça arrive. Bah, Eh ben, pourtant, ça allait ça- bien, conjurateur avec invocateur et avec tous les ça- corps enfin toutes les spécialités. Enfin, moi je trouve. Oui, c'était mais mon ça opinion. dit- ça divise Maître nos de auditeurs. Fléau est plus, On a- plus vaste. Oui, on on a- comprend qu'ils sont plutôt du côté obscur. Parce pour que le là, coup, on a, pardon. on a les réactions des auditeurs en direct. Et il y a donc Ah oui. Odombre qui dit conjurateur, ça sonne bien. Il y a Blackou qui dit conjurateur, ce serait pire, je pense. Bon, En tout écoute, cas, il y a Yotsunae, bonjour à toi, qui dit merci Fédois pour votre travail d'ailleurs. Très gros respect pour vous. Non, merci, c'est gentil. Merci de Et- le lire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'anime, Olivier, c'est pas les mêmes traductions. Parce que dans l'anime, il y a Rayon Noir. Alors, dans l'anime, c'est vrai que nous, on a notre propre équipe de traduction. Cela dit, c'est pas pour autant qu'on fait abstraction de ce qui a été fait dans le manga. On travaille depuis la Bible des noms que constitue Fédois. Les éditions Q nous envoient en avance tous les mangas qui ont été traduits. Et on essaye quand même de garder une cohérence. Après, oui, il peut y avoir aussi des choix, et pareil, éditoriaux ou d'un traducteur qui préfère changer quelques petites choses. C'est un petit peu à l'appréciation de chaque équipe, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, on essaie quand même toujours d'avoir pas seulement sur Jujutsu, mais quand il y a un manga qui existe déjà en français, en tout cas, déjà de se procurer la base pour essayer de garder cette cohérence et que les gens qui passent de l'un à l'autre ne soient pas trop perturbés. Ouais, parce c'est qu'il y a la- important d'avoir ouais. l'homogénéité entre tous les médias. D'ailleurs, il y a Shio and Shuryu sur le chat qui nous dit c'est pas la même équipe qui s'occupe de la traduction papier et animé. Point d'interrogation. Et c'est pas toujours le cas. Non, Bien. c'est assez rare même que ce soit le même traducteur qui s'occupe des deux versions. Pendant très longtemps, ça a été assez cloisonné, Mm. les deux métiers. Là, je dois avouer qu'on m'avait proposé de faire la traduction de l'anime de Jujutsu Kaisen. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, malheureusement. C'est le cas, je crois, Après, pour oui, Kaguya-sama. traduire un simulcast, Oui. effectivement, c'est un épisode qui tourne toutes les semaines, donc c'est un calendrier quand même assez tendu pendant 6 mois. Donc il y a aussi cette contrainte-là, alors que le rythme de travail sur la traduction d'un manga est complètement différent. On a, j'imagine, un tome et puis après on gère un peu son temps pour le fournir, non? C'est comme ça que ça se passe, Fédois. Oui, on a aussi des simultrades en manga, hein, mais bon, c'est Il- plus rare. Il me semble que Kaguya-sama, c'est la même traductrice chez Pika. Oui, qui c'est fait Marie-Lou Leclerc. Voilà. Ouais, Marie Alors, qui fait les Il y a un message encore de Marc Duge 5200, c'est un petit message perso, il me dit trop stylé le t-shirt avec Gojo. Effectivement, pas mal. Effectivement, c'est les il a éditions revêtu ses plus beaux atours. C'était les éditions Kiwin qui nous ont permis d'avoir ça pour être dans le thème. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer maintenant qu'on vous fera gagner à la fin du live sur Twitter un petit agenda Jujutsu Kaisen qui sortira le 3 juin
aux éditions Kiun, en même temps que le tome 9 que voici. Donc à la fin, vous aurez la chance peut-être de gagner ce bel agenda pour la rentrée scolaire ou pour autre chose. Il est très beau, en effet. Il est très beau. D'ailleurs, on précise que ce sont les personnages de l'anime sur l'agenda, pas les personnages du manga. Du papier. Oui, parce que les produits dérivés, en général, sur une série, relèvent plutôt de l'animé que du manga. Ça, c'est quelque chose d'assez courant au Japon. Il y a Sven LB04 qui nous demande si... Alors, compliqué, mais voilà. Quand est-ce que la suite va sortir? Bon, on n'a pas d'informations, et encore une fois, on en parlait. Donc d'abord le film, avant éventuellement, mais on a bon espoir quand même pour une saison 2, on peut le dire, c'est plié, enfin, ça se fera, quoi. Oui, j'ai envie de dire à 90%, oui, parce que je vois pas pourquoi ça se ferait pas après un tel succès, et c'est quand même un manga qui est issu du Jump, qui a vocation de continuer, et puis c'est cette relation au Japon entre le manga et l'animé dans ce type de publication, elle existe depuis des dizaines d'années, donc voilà. Encore une fois, nous aussi on croise les doigts pour que ce soit confirmé, mais ça serait étonnant qu'on n'ait pas de bonnes nouvelles dans les prochains mois. D'ailleurs, en parlant de l'anime, il y a J.K. Esséniste qui soulève une erreur. Il dit il n'y a pas une erreur dans l'anime. Le père de Maki n'est pas le chef du clan. Du clan Zenin, donc. Qu'avez-vous à répondre, Crunchyroll? On va se replonger dans cette traduction ou dans ce passage-là. Encore une fois, la production du simulcast, c'est quelque chose qui se fait au coup par coup. On reçoit des épisodes qui sont souvent pas finalisés. Alors les gens s'imaginent toujours que parce qu'on diffuse 1 heure après le Japon, qu'on traduit l'épisode en 1 heure. Non. Non. Heureusement. Un peu difficile. Non, on reçoit le script, on reçoit des éléments avant, on reçoit des fois un épisode qui n'est pas tout à fait finalisé, et après on met les dernières corrections une fois qu'on reçoit la version définitive. Mais c'est quelque chose qui est toujours un peu sur le fil. Donc oui, c'est pour ça qu'avoir le manga déjà, ça nous aide, ça permet de savoir un petit peu plus en avance ce qui va se passer. Parce que quand on fait une traduction, on parlait tout à l'heure d'adapter le sens, de trouver les mots les plus justes. Mais c'est difficile quand on découvre l'histoire au fur et à mesure. On n'a pas toutes les données qu'à l'auteur ou qu'à le réalisateur qui, lui, a une vision un peu plus loin. Donc on peut effectivement faire des erreurs. Alors l'avantage sur l'animé, quand il est sur une plateforme comme Crunchyroll, c'est qu'on peut toujours recorriger derrière. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose que l'épisode d'après, on se rend compte, ah d'accord, il disait ça parce qu'il y a ça qui arrive. On peut reprendre la traduction. Donc là, on va ajouter un petit coup d'œil sur ce qui a été signalé. Mais voilà, il faut savoir que c'est des traductions qui sont faites toujours un petit peu sur le fil, et on n'est pas à l'abri de se tromper. Bon. Pour répondre à la question de Haut d'Ombre, effectivement, on peut gagner l'agenda même si on est en Outre-mer. Hein. Ouais. Moi, j'envoie l'agenda partout dans le monde. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Et d'ailleurs, tant qu'on reste sur l'anime, il y a un truc qui est intéressant. Donc là, il y a le magazine de référence d'animation Animeland qui a titré sur Jujutsu Kaisen et la révolution de l'anime pour souligner la grande qualité de cet anime. Oui, d'ailleurs. Et dans ce numéro très intéressant, on apprend notamment qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent sur ce titre. Il y a notamment Kanarto, Mehdi Awishawi et Benjamin Faure. Awishawi et Benjamin Faure qui sont des très bons animateurs. Et il y a beaucoup de Français qui travaillent sur cet anime. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Comment ils sont arrivés là? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'anime? Alors, d'une manière générale, il y a de plus en plus de Français qui travaillent sur l'animation japonaise, parce qu'il y en a, depuis une dizaine d'années, il y en a qui sont partis au Japon pour avoir cette expérience-là, pour cette expérience de travailler avec des studios japonais. Et puis aujourd'hui aussi, les techniques font qu'on peut aussi travailler à distance, et certains peuvent aussi participer à ces projets même depuis la France. Ça reste compliqué, hein, je n'invite pas tout le monde à se lancer là-dedans, il faut quand même parler japonais. Parce que tout le process de production, ça ne se passe pas en anglais, ça se passe uniquement en japonais. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose qui s'est ouvert ces dernières années. Et forcément, les animateurs français, ils ont quand même... évidemment, ils prennent le travail où il vient, mais quand il y a des projets comme ça, ça leur fait plaisir aussi de travailler sur des animés qui ont de tels enjeux. Donc c'est exact, cette série, elle a aussi... rassembler quelques animateurs français qui ont pour le coup un petit peu parfois partagé leur expérience et leur ressenti par rapport à ce qu'on leur demandait justement
dans l'animation assez particulière et le haut niveau d'animation qui est exigé pour animer les combats et certaines scènes de Jujutsu Kaisen. Donc vous pouvez d'ailleurs justement lire leurs témoignages dans ce numéro d'Animeland. Ah. Ouais, j'avais une petite question très personnelle pour vous, Fédois. Finalement, le personnage le plus facile à traduire, est-ce que c'est pas Unimaki parce qu'en fait, il ne parle un peu que de spécialités culinaires. Alors oui, mais il faut quand même adapter parce Oui. que tous les ingrédients de boules de riz ne sont pas facilement compréhensibles en français. Ouais, la bonite, par exemple, on connaît peu, effectivement. La bonite, c'est pas bonite séchée. Pareil, le main taiko, j'ai mis tarama à la place. Ah parce que oui, sinon, en ça effet. n'évoquait rien aux gens. Là, ça a été du boulot de recherche alors. Mais ce personnage est très cool d'ailleurs. N'hésitez pas sur le chat à nous dire quel est votre personnage préféré. Parce qu'on nous demande. On nous le demande beaucoup. AR1N / nous demande quel est votre perso préféré. Nicolas, tu vas commencer parce que je crois que toi, t'as un personnage que t'aimes beaucoup. Oui, c'est Gojo quoi, c'est Satoru Gojo quoi, mais Tout le monde. Ouais, comme tout le monde en fait. Oui, c'est vrai. Mais il est vraiment cool. Non, mais après, comment L'instructeur de Yuji. Ouais, mais après, Megumi me plaît beaucoup aussi. Mais bon, après, moi, dans les mangas, j'ai toujours été plus Mark Lander qu'Olivia Hatton et plus Chevalier Phoenix que Seyard, donc je suis désolé. Tu nous l'as dit pour One Piece. Oui, c'est toujours les mêmes ressorts qui m'animent. Je suis désolé. Mais effectivement, oui, Gojo d'ailleurs, en plus, rappelle un peu Kakashi de Naruto. Oui, non, vous êtes d'accord, Fédois, Olivier, c'est... Non, vous trouvez pas? Ah bon? Non. Ouais. Mais après, on va pas se mentir, il faut pas oublier d'où vient ce manga. Il vient du Weekly Shonen Jump, qui est le magazine de prépublication de manga le plus populaire au Japon, celui qui a vu naître Dragon Ball, Saint Seiya, et effectivement ensuite dans la génération suivante, Slam Dunk, on a cité Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho et Bleach. Donc forcément, quand j'en vois des critiques, ah oui, ça ressemble trop, les personnages sont trop dans ce qu'on a déjà vu. Évidemment, il est de cette école-là, Akutami, donc forcément, comme on le disait, il a grandi avec ces mangas-là, donc ça l'a influencé. Et puis, ce magazine a ses règles aussi, donc on va retrouver ces codes-là. Après, le petit plus de Jujutsu Kaisen, c'est, comme disait Ahmed de Kyun, voilà, on est sur cette limite entre le shonen et le seinen. Oui. C'est cette limite qui a été initiée dans les années 2000 avec le manga comme Death Note, qui justement allait sur des histoires plus sombres, un peu plus fouillées, avec un peu plus d'intrigue, ce qu'on retrouvait d'habitude plutôt dans le manga seinen, qui est le manga pour adultes au Japon, mais voilà, qui restait dans ce magazine de prépublication qui au départ s'adresse vraiment aux adolescents, hein. Je crois que c'est 12-16 ans le Jump, au départ le cœur de cible, et la préoccupation à l'époque du magazine, c'était justement de voir ces lecteurs qui vieillissaient et qui partaient vers d'autres magazines ou qui lisaient autre chose que du manga. Donc voilà, Death Note a un peu permis de retenir les lecteurs un peu plus loin avec des histoires un peu plus sombres, et puis derrière, voilà, il y a eu des Bleach, il y a eu des choses comme ça, et Jujutsu Kaisen, c'est vraiment l'héritier de cette vague-là, et avec effectivement toute sa partie, tout ce qu'il apporte en plus, une histoire vraiment bien écrite avec beaucoup de rebondissements, une noirceur aussi. Une noirceur évidemment, bien sûr, mais voilà, la noirceur, il essaye d'aller dans les retranchements de ce que peut s'autoriser un magazine comme le Jump, qui n'ira pas non plus franchir certaines limites, mais il essaye de les repousser justement. Ouais. Après, moi je trouve que ça manque d'un arc un peu fort, enfin très fort quoi, pour rentrer. L'arc actuel là, qui est le tome 8 et 9, le tome 8 se termine quand même avec un cliffhanger, et c'est pas mal ça quand même, Nicolas. Ouais, j'avoue. Je sais pas ce qu'il te faut. Un poil T'es plus. Gourmand. Un poil plus. Je suis désolé. Mais je pense qu'il faut que ça s'installe quoi. Il y a des infos là-bas. Oui, parce qu'en France, on est qu'au tome 9 début juin, mais en fait au Japon, il y en a beaucoup plus. Pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, il y a Greg Teacher qui souligne tout à l'heure que justement un manga New Generation était forcément obligé. Un manga New Generation était forcément obligé de s'inspirer des mangas plus vieux qui ont marqué l'histoire. Et justement, pour aussi rebondir sur ce que vous disiez, et ça permettra de répondre à une question posée tout à l'heure par Dracofeu 20. Dracofeu 20, il se demandait est-ce que c'est mieux que Dragon Slayer. Mais avant d'y répondre, ce qui est intéressant de souligner... Demon Slayer, pardon. Oui. Excusez-moi. Non, mais... Ce qui est intéressant de souligner, c'est que
derrière Jujutsu Kaisen, derrière le succès de Jujutsu Kaisen, il y a aussi un éditeur qui s'appelle Tatsuhiko Katayama, qui est aussi l'éditeur de Black Clover et de Demon Slayer. Et donc il y a quand même voilà, une certaine... Ce monsieur, cet éditeur-là, est aussi responsable du succès. Donc, est-ce que vous pouvez commenter un peu ça? Et est-ce que pour vous, Jujutsu, c'est mieux que Demon Slayer? On va pas partir dans ce débat. Enfin, c'est pas mieux. Après, c'est une question de goût et d'affinité sur les histoires. Après, effectivement, tu cites quand même même trois séries qui sont quand même les locomotives du manga aujourd'hui, en tout cas du manga shonen. Donc, voilà, chacun va avoir son originalité ou son petit quelque chose, mais c'est clairement les titres qui sortent du lot parmi tous les mangas qui sont publiés dans le Jump. Et vous ne nous avez pas répondu, vous, c'est qui vos personnages préférés? Parce qu'on nous dit Kejaku le GOAT par Blackout TV. Ouais, alors il y a Todo, il y a beaucoup de Todo. Erin nous dit Meguni. Lugral nous dit Todo, évidemment. C'est vrai que ça marche très bien quand même. Itadori et Todo, moi, c'est la grosse. Enfin, j'adore le binôme, quoi. La baston est incroyable avec le fléau de classe S là, dont j'ai oublié le nom, c'est Anami, je crois. Alors, votre réponse, quelle est-elle, Olivier? Mon préféré, c'est Yuta Okotsu. Ok. Et c'est pour ça que je conseille le tome 0. Olivier? Okay. Moi, je vais pas faire original, mais Gojo, il est quand même carrément badass. Et puis, on a trop envie de savoir voilà, tout ce qui renferme, tout ce qui cache. C'est vrai. Alors, moi, je précise que je n'ai pas lu le manga. Je suis resté sur l'animé. Okay. J'ai lu juste les 2 premiers tomes avant qu'arrive l'animé. Donc voilà, je ne sais pas encore si on va savoir après plus de choses sur Gojo. Parce qu'il y a plein de questions qui sont encore en suspens. Ça met du. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et, vraiment, sur le chat, dites-nous ce que vous en pensez également. Mais sans spoil, sans spoil évidemment. Mais est-ce que ça met du temps ou pas à s'installer par rapport à d'autres séries? Là, effectivement, il y a beaucoup de questions avec les différents clans, les 3 familles dont on nous suggère l'existence. Apparemment, il y a une noblesse chez les exorcistes. On ne sait pas trop. D'ailleurs, il y a JK Scéniste qui nous dit en termes de prise de risque, Jujutsu Kaisen dégomme pas mal de mangas, vous verrez très bientôt. Ouais, bon alors, d'accord, donc il y en a qui ont des infos exclusives. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Fédois? Ça met du temps à s'installer, c'est un rythme assez normal à la fin d'une première saison? Moi, je trouve pas, parce que de toute façon, les mangas du Jump en général, ils commencent toujours très fort parce qu'il faut évidemment, l'auteur il joue son avenir dès qu'il fait ses premières planches, puisqu'il y a toujours ce système de vote où dès qu'un manga est lancé, enfin pour tous les mangas, mais on regarde la popularité et c'est ce qui va déterminer s'il va continuer ou pas. Donc souvent, les mangas du Jump, ils commencent avec un super pitch, une originalité. Et c'est ce qui va accrocher, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dès les premiers épisodes. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans les 2-3 premiers épisodes, et je trouve qu'on rentre vite dans l'histoire. Mais après, ce qui fait le succès qui dure, c'est justement de tenir cette tension et de pas rentrer dans une routine où on a eu une époque dans les mangas du Jump, il y avait ces tournois qui duraient des années. Des épisodes. Aujourd'hui, on en sort un peu de tout ça. D'ailleurs, les adaptations ne sont plus aussi fleuves. On n'est plus à l'époque où, comme One Piece qui continue, on va franchir le 1000e épisode et où du coup on est obligé de faire des fillers pour tenir. Ce sont des adaptations du coup qui sont diffusées toute l'année. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils préfèrent maintenant faire des adaptations un peu plus courtes, mais faire des saisons qui reviennent tous les ans ou tous les 2 ans pour du coup garder un peu tout ce qui fait la force du manga et garder cette tension et pas la diluer dans des fillers. Et je trouve ça aussi, c'est une des forces de l'animé de Jujutsu Kaisen. Il se passe plein de choses. Il y a de l'action tout le temps. Oui. Alors d'ailleurs, Olivier, petit message personnel de Véro Dumont. Message en retard, mais salutations à Jérôme, donc c'est moi, merci beaucoup. Et Olivier, merci à toutes et à tous pour cet échange. Il y a aussi Kurt Katze qui nous dit: si on m'avait dit qu'un jour je regarderais un live Twitch de BFM de JJK, voilà. Et nous aussi, et on est très heureux d'être là et que tu sois content là. de le faire surtout. Et il y a aussi Pearl BZ qui dit: c'est cool de voir Twitch, BFM s'adapter à Twitch. Effectivement, on a déjà fait 2 lives. On a fait un live sur SNK, un live sur One Piece. Oui. Là, c'est Jujutsu Kaisen. Fin juin, le 25, on parlera de Junji Ito.
Et c'est donc voilà, on va en faire d'autres dans les prochains mois. Et je profite de cette petite pause pour dire que nous faisons toujours un petit concours pour gagner à la fin un agenda Jujutsu Kaisen. Et même si on habite en Outre-mer, donc comme on l'a En dit Outre-mer tout à l'heure. et même dans l'espace. Olivier, juste pour rebondir à ce que vous disiez, bien sûr il y a beaucoup d'actions, mais par exemple, oui, mais est-ce que je vais spoiler en disant attention oui, Nicolas, voilà, tu as tendance à spoiler. Il se passe des choses avec Megumi en fin de saison, quoi, et du coup, voilà, il y a la densité de certains personnages ou d'autres dimensions de certains personnages. Je trouvais peut-être tarder à arriver, mais bon, oui, mais c'est tu peut-être vois, très personnel. Il y a Enchi, pardon oui, pour la mauvaise prononciation, qui dit tout tout s'accélère lors de l'arc le Shibuya, je trouve. Et tu as raison, Enchi, mais bon voilà, peut-être que je suis trop impatient, je sais pas. Tu es trop impatient. Il y a une question traduction, il y a des questions de traduction qui remontent pas mal. Donc il y a Inquit qui dit Fedwa, vous mettez combien de temps à traduire un tome de Jujutsu Kaisen et pourquoi le temps de publication est long entre 2 tomes? C'était aussi une question qu'on a eue tout à l'heure de Blackout TV. Ouais. Pourquoi Jujutsu Kaisen possède une parution lente tous les 3 mois en France? C'est particulièrement lent, pardon, ou pas ou... Non. Ouais, pour un shonen, c'est plutôt tous les 2 mois habituellement. Peut-être que Q ne veut pas rattraper le Japon trop vite, ça je peux pas répondre. Moi, en tout cas, dans mon planning, c'est un tome tous les 2 mois que je traduis. Pour répondre à la première partie de la question, Jujutsu Kaisen doit être l'une des séries les plus compliquées que j'ai jamais traduites. Ah ouais. Et j'ai travaillé sur une 50aine de séries, donc je pèse mes mots. Donc il m'arrive de passer jusqu'à 4 jours dessus, alors que normalement je traduis plutôt un manga en 3 jours. Donc voilà. Et quelles sont les difficultés en fait par rapport c'est le vocabulaire. Plein de niveaux. Ouais. Beaucoup de recherches parce que l'auteur s'inspire beaucoup de tout ce qui va toucher au bouddhisme et également aux mathématiques. Et malheureusement, les mathématiques, c'est pas tellement mon créneau. Donc, je dois effectuer énormément de recherches. Et aussi au niveau du style vraiment d'écriture de l'auteur, qui va être volontairement très, très vague et mystérieuse parce que Jujutsu est une série qui est pleine de mystères. Et le japonais s'adapte très très bien à tout ce qui est vague et le français beaucoup moins. Donc voilà, il faut parfois faire des choix, des interprétations tranchées parce qu'on ne peut pas conserver un texte aussi évasif que dans la version originale. Et par rapport à SNK qui avait on l'avait évoqué dans le premier live, qui avait un vocabulaire militaire très précis, très technique, c'est tout aussi dur ou ça reste quand même plus facile les Titans? J'ai vraiment pas travaillé très longtemps sur SNK, donc je vais avoir du mal à comparer, mais oui, pour moi, personnellement, Jujutsu Kaisen, c'est le summum de la complexité. Un gros morceau. On va répondre, il y a 2-3 petites questions là, de Lugral et de Aeryn qui demandent si on peut parler des prochains lives et comment on fait pour voir les anciens lives. Alors les anciens lives, c'est très très simple, c'est sur YouTube. Il suffit de taper BFM TV Attaque des Titans, BFM TV One Piece, dans la barre de recherche YouTube et vous les trouvez très facilement. Celui-là sera disponible juste après sur YouTube où vous pourrez l'envoyer, le partager, le revoir. Voilà. Et pour l'agenda, pour répondre à Freezer23, alors ça va être très simple. Pour l'agenda, une fois que le Twitch sera fini vers 13h, vers disons 13h10, je posterai sur mon compte Twitter j-du8 la chasse LACHA2SE un tweet où il faudra RT et comme ça après on fera le tirage au sort de l'agenda. Pour revenir au manga, là il y a Gigi Kaisenist qui nous dit que la tension est omniprésente, les morts il y en aura pas mal et c'est que le début. Alors là j'appelle ça c'est spoiler alerte déjà. Du spoiler alerte, vraiment, carrément, parce que pour le moment, moi, j'ai pas vu beaucoup de morts. Mais par contre, au lieu on va éviter de spoiler, mais on pourrait peut-être répondre d'une manière détournée à cette question en parlant peut-être du tome 9 qui sort le 3 juin. Fedwa, toi, tu l'as traduit. Il faut s'attendre à quoi dans ce tome, puisque moi, je l'ai lu et il est quand même très chargé, il commence très fort. Il y a des retournements de situation, c'est assez fou ce qui se passe dans ce tome, notamment avec... non, je dirais pas le nom. Mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les ressorts de ce tome, pourquoi il est important? Moi, j'aime beaucoup ce tome parce que on est toujours dans le fameux flashback, on va dire, pas trop spoiler, et qu'on en apprend davantage sur le personnage de Suguru Geto,
et ce qui donne encore plus de profondeur au personnage. Et c'est devenu l'un de mes persos préférés après ce tome 9. Donc voilà. Ah, ok. Est-ce que tu dirais qu'il marque une étape dans l'histoire de Jujutsu Kaisen? Il y a un avant-après ce tome. Est-ce que ça fait une cassure dans la narration? Est-ce que ça apporte quelque chose de vraiment nouveau? Une cassure, je sais pas, mais en tout cas, c'est un arc qui approfondit beaucoup de choses, surtout sur le passé des personnages, et qui est vraiment important. Et ensuite, je pense que les lecteurs seront quand même contents de retrouver le petit trio avec Yuji, Megumi et Nobara. Les personnages féminins, d'ailleurs, sont quand même extrêmement bons, je trouve. Quoi. Il fait une belle part à ces personnages féminins, quoi, qui sont très, très badass. Quoi. Je pense effectivement à Maki et Nobara. Quoi. Vous êtes d'accord avec J'aime ça? beaucoup Ouais. Maki. Maki, ouais. Meku Nobara. Alors, il y a une question toujours de traduction de Oui. Nost972. Salut à toi. Comment la traductrice, elle fait pour lire l'écriture d'Akutami? J'ai tous les tomes en japonais et je galère. Ah oui, alors toutes ces notes interchapitres rédigées à la main, c'est un véritable bonheur. Et il y a un tome d'ailleurs où il dit: j'ai reçu des plaintes, maintenant je vais essayer de m'appliquer pour mieux écrire à la main, et je l'en remercie. Il s'applique un peu plus, c'est toujours pas terrible, mais c'est mieux. Parce que oui, Nos 972 nous dit il écrit vraiment mal, mais c'est-à-dire c'est la syntaxe, qu'est-ce Non, qu'il écrit c'est mal? son écriture manuscrite. Ah ouais, d'accord. Il Ok. écrit mal, Voilà, bah, comme beaucoup quoi. comme beaucoup. Comme les pharmaciens. Ouais, oui, les médecins en effet. Tout oui. à l'heure, on parlait des influences. Et hier, en préparant ce live, je revoyais les couvertures. Et j'ai été surpris de voir ça, en fait. La couverture du premier tome de Jujutsu Kaisen ressemble beaucoup à Parasite, en fait. Et est-ce que, selon vous, c'est une assumé influence, et est-ce que il est dans la continuité de Parasite, Jujutsu Kaisen? Vu toutes les références qu'il met dans son manga, ça m'étonnerait pas. Ouais. C'est quand même très emblématique qu'il ces jeux avec la main comme ça. Je pense que tout le monde, au Japon et même en France, qui a vu le tome 1 de Jujutsu a pensé à Parasite. Oui, c'est sûr. Il y a Kurzkatz qui nous dit qu'il n'a pas de souvenir d'avoir vu un animé avec autant de personnages féminins charismatiques. Et vous, si vous fouillez dans vos souvenirs, Olivier, Fédois? Oh bah, moi, Olivier, j'ai cité ouais. Seven Deadly Sins avec le Bah personnage oui. féminin charismatique, personnellement. En effet. Olivier? Non, là, comme ça, Non. j'ai rien qui me vient, mais enfin, j'ai Mais- pas l'impression qu'il y en. Ah, je pense qu'on doit quand même en trouver. Ça me paraît Ouais. un peu. Mais l'accent, en tout cas, peu dans excessif. Jujutsu, sur les personnages féminins, il se voit, quoi. Il est évident, quoi. Elles ont Oui. des caractères très bien trempés. Ouais. Je fais un petit big up à Mei Mei, qui Et pourquoi plutôt Mei que sa sœur, d'ailleurs? Non, Mei, mais pas Mai. Ah, Attention. pardon, autant pour moi. Il y a- Autant pour moi. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase? C'est dans le tome 2, chapitre 9. C'est Ouais. une phrase un peu qui résume un peu pas mal l'esprit de ces personnages dont on parle depuis tout à l'heure. C'est Megumi qui dit ça. Il dit je ne suis pas un héros, juste un exorciste. Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est-à-dire qu'un Après, héros, c'est c'est le pas un caractère. exorciste? C'est quoi? Je pense C'est que le c'est une caractère citation de de Daniel Megumi. Balavoine. Olivier? On vous a pas entendu, Olivier, pardon. Je disais, c'est le caractère de Megumi aussi qui s'exprime quand même pas beaucoup. Lui, pour lui, il est là pour faire son travail et voilà, il se considère pas comme héros et ce truc. Sa mission, c'est d'être un exorciste, il le fait. Son côté peut-être un peu détaché du monde extérieur. Il y a. C'est aussi. Ouais. Ouais. Si, allez-y. Allez-y, Fédois. Non, parce qu'il y a on sent une grosse part de culpabilité dans le personnage de Megumi aussi, et c'est peut-être une façon pour lui de se dédouaner, euh, de dire ça, et de se mettre en opposition par rapport à Yuji, Oui. qui lui va vouloir sauver toutes les personnes. Megumi va revendiquer le fait de bah non, moi je Il vais faut sauver trier. les personnes que j'ai choisi Ouais. de sauver, et je suis pas un justicier. Ils se disent ça dès le début, là, dans le centre effectivement de délinquance. Là, ouais, effectivement. Et on sent que c'est un thème très profond chez Megumi, qui j'espère qu'on développera. Il y a une question en deux parties, là. Ah, alors, attends.
Parce qu'elle rejoint la question que tu vas dire. D'accord, de Cacao Q qui nous dit que Jujutsu a-t-il des chances de devenir un classique comme Dragon Ball et One Piece selon vous? Et il y a J.K. Sinis qui demandait tout à l'heure aussi, est-ce que vous pensez que Jujutsu finira dans 2 ans? Donc 2 parties. Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que ça va devenir un classique? Alors, ouais, est-ce que c'est bientôt fini peut-être pour commencer? On sait pas comment ça va finir, comme tous les mangas, tant que ça marche, ça continue. Alors le marché c'est qu'il doit mourir quand même, Itadori, c'est le marché qui conclut quoi. Normalement il bouffe les doigts et après il décède. Spoiler, Nicolas. Ouais, c'est le début ça. C'est l'enjeu, effectivement. Mais d'ici là, ça peut tenir 20 ans, pourquoi pas, si le succès continue d'être là et si l'auteur est boosté pour continuer. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Et c'est difficile aussi, personne n'a la boule magique pour savoir si ça sera quelque chose d'incontournable. Personnellement, évidemment, j'espère. Et pour l'instant, en tout cas, il prend la direction d'un animé qui va compter peut-être, pour l'instant, restons raisonnables, dans sa décennie. Et puis après, l'histoire dira si c'est quelque chose qui restera dans l'histoire. Mais pour l'instant, comme je dis souvent, il y a les planètes qui sont bien alignées, en fait. Ouais. Le manga a été lancé au Japon, ça a été déjà tout de suite un succès très rapide. Il arrive en France dans un délai assez court, où là aussi, le succès est très rapide grâce au lancement réussi de Kyun. On a l'animé qui arrive juste derrière. On a bien travaillé ensemble avec Kyun pour aussi continuer un peu cette hype. Et puis, cerise sur le gâteau, la réal, elle tue. Mappa a fait un super boulot d'animation. Derrière, nous, on décide aussi de faire une version française aussi pour encore élargir l'audience et que ce titre soit accessible au plus grand nombre. Et voilà. Et puis, du coup, on croise les doigts. Mais pour l'instant, tout a super bien fonctionner en fait. Voilà, c'est ce fameux alignement des planètes et c'est ce qui fait qu'après c'est décuplé, que du coup ça pousse encore plus le manga, ça pousse encore plus l'animé et voilà, après tout ça peut s'arrêter pour tout un tas de raisons, comme ça peut encore continuer et aller très loin. Il y a Blackou d'ailleurs qui TV, pardon, excuse-moi. Non, Blackou de TV est beaucoup moins formes, prudent que vous. Il dit bien évidemment PTDR ce sera un classique. Et ça, on en prend la direction, ça commence très bien, c'est pas faux. Et on va répondre à Jim KR. Bonjour le chat et BFM, bravo pour votre persévérance sur Twitch. Donc merci à vous de nous suivre, merci à Fédois et Olivier d'être avec nous. Et une question merci pour l'invitation. Et une petite question pour Fédois, parce que je pense que beaucoup de gens sont intéressés par le métier de la traduction et c'est Nost972 qui te demande comment la traduction a été choisie. La traductrice a été choisie pour traduire ce titre. Choisi, quoi, finalement. Est-ce que vous avez postulé ou est-ce qu'on vous a fait une offre? Moi, ça fait des années que je travaille avec les éditions Kyun et on s'entend très bien. C'est vraiment une équipe avec qui on bosse bien. Et c'est vrai que quand ils ont eu cette licence, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on a eu ce titre, ça ressemble beaucoup à Bleach, beaucoup à Hunter x Hunter, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai dit oui, parce que je suis une méga fan de Hunter x Hunter. J'ai dit je veux, il n'y a pas de problème. Et il y a... Bon, très bien. Il y a Lou Graal justement qui nous demande si tous les tomes qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils donnent déjà la place pour plusieurs saisons d'animation ou pas? Est-ce qu'en fonction de ce qui est déjà sorti, donc j'imagine au Japon, est-ce qu'il y a déjà matière à faire une saison 2? Alors, je sais plus trop où ça en est au Japon, mais en tout cas, vu que ça va continuer, oui, on devrait rapidement avoir assez de matière pour relancer encore une saison. Parce que là, au Japon, on a beaucoup d'avance, par rapport à la version française, non? Déjà en manga, je sais pas combien on en est, Fédois. Le tome 9 sort en juin. La saison 1 de l'animé s'arrête quand? La saison 1, c'est fini. Enfin... Ah non, je veux dire à quel moment de l'histoire? À quel tome du manga? Je crois que c'est bien. C'est le tome 8, justement, non? Ah, d'accord. Ouais. Jérôme, tu confirmes, mais oui, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a 15 tomes au Japon. Au Japon, 15 tomes. 15 tomes au Japon. Ouais, donc quand même un peu d'avance. Il y a de l'avance, oui. Et ça s'arrête en plein milieu du tome d'ailleurs, je crois. Oui. Alors Kakawiku nous dit comment ne pas aimer Hunter Cross Hunter. Eh ben oui, évidemment, comment ne pas Hunter aimer. D'ailleurs, il faut mentionner aussi que l'autre série de l'auteur d'Hunter Cross Hunter arrive sur Netflix et il y aura une réédition du manga d'origine de Yu Yu Hakusho qui est en plus
comme ça a inspiré Jujutsu Kaisen, les gens pourront aller l'acheter début juillet pour voir, pour comparer, retrouver voir comment ça l'a inspiré, quoi. Et C'est une bonne idée. Lisez Yu Yu Hakusho. ouais, D'ailleurs, il y a qui sort début juillet. Chacha Chez 3108 Kana. qui nous dit comment on dit le vrai titre original. Moi, je parle pas japonais, donc je peux pas te dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au début d'émission, je disais combat de sorcellerie, Et oui, mais on je l'avait sais pas teasé. si c'est exactement ça. Oui, mais c'est ça. Enfin, C'est ça donc, Jujutsu Kaisen. Donc, Kaisen, ça va être les combats. Voilà. Jujutsu, c'est le terme qui est utilisé pour tout ce qui est autour des exorcistes, technique d'exorcisme, on va dire. Donc, ce serait combat d'exorcisme. D'accord. Et donc, meilleur ami ou best friend, ça se dit besto friendo, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas, mais ça, c'est une grosse dédicace à Todo. Enfin, dans l'animation, ça marche très bien, ça, moi, je trouve. Ce moment, c'est mon gimmick. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de... Toi, tu es un très grand fan des openings et du générique. On a avec nous Olivier Fallet, qui est quand même le spécialiste des génériques d'animation. Il a fait un livre qui est sorti il y a deux ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. 2 ans sur les génériques d'animation japonais depuis les années 70. Et donc, Olivier, tu es... C'est générique français. Hein. Voilà. C'est encore... Mais tu es quand même spécialiste de cet art particulier du générique. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents génériques? Et je pense que ce sera une des dernières questions, puisqu'après on va faire un petit hommage à Kentaro Miura qui nous a quitté hier, à l'auteur de Berserk, et donc Olivier sur les génériques. Alors moi, à titre personnel, je suis de la génération d'avant, donc moi je suis quand même plus branché sur les vieux génériques des années 80-90. Et pour Jujutsu Kaisen, le premier générique de fin, Lost in Paradise, après quelques épisodes déjà, je me suis vite acheté c'est très crayonné, on les voit les uns après les autres là, qui dansent. Le morceau, voilà, c'est générationnel, quoi. Ça groove, c'est à la fois moderne, il y a un petit peu de rap et tout. Les génériques sont vraiment excellents. Il y a toujours plein de génériques au Japon, surtout maintenant. Les génériques qui changent toutes les demi-saisons. Il dure 3 mois. Mais ouais, ce Jujutsu Kaisen, il a aussi. Cette série, elle est parfaite. Ils ont assuré sur tous les plans, quoi. Tout est cool. Les morceaux sont cool. La répartition, les scripts, le design. La réal et jusqu'au générique, franchement, c'est des bons morceaux. Et je pense, voilà, encore un truc qui contribue un petit peu plus au succès. Et je vous conseille aussi les détournements. Il y a eu aussi, il y a des groupes aussi. Un groupe qui a refait en live la Corée du générique de fin qui est encrayonné et tout. Il y a plein de petites perles à découvrir aussi autour des génériques. Ouais, le premier ending, moi je préfère le premier ending au dernier ending évidemment, mais c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Mais en revanche, je préfère le deuxième opening au premier. C'est une petite balade cool, ouais, mais en version le premier, téléphone. Groovy, quoi. Ah ouais, à mort. Mais d'ailleurs, et l'animation elle est folle parce que les pas de danse, il y a un moment j'ai cru que c'était de la motion capture, quoi, limite, et qu'on avait redessiné par-dessus. Enfin, je sais pas, c'était d'une fluidité incroyable, quoi. Un bel effet de style. C'est certainement de la rotoscopie, effectivement. Comment on dit, pardon, Fédois? Ils ont filmé des danseurs et qu'après ils sont repassés par-dessus, mais le résultat est quand même très cool. Et Fédois, on disait quoi? Rotoscopie, c'est ça? Rotoscopie, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Quand on calque les mouvements d'animation sur une véritable séquence filmée. Ah, ok. Avant de parler de Miura, on va poser une dernière question parce que c'est une question de anthropophobe. Anthropophobe, on n'a pas eu de question encore de toi, donc on la pose. J'ai entendu... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Bon, on va quand même la poser. On posera les 2 questions. Ça permet d'y répondre. On va y répondre après. Nost972 demande: vous pensez quoi du changement de couleur de cheveux de Maki? Est-ce que ça vous a dérangé? Question importante. Oui. On essaie de répondre à toutes les questions. Non? Moi, en noir et blanc, j'ai pas vu la Moi, j'ai pas vu le diff, ouais. De coupe de cheveux ou de couleur de cheveux? De changement de couleur de cheveux. Pas... Bon, la question on répondra dans un prochain live. Voilà. Alors, anthropophobe, j'ai entendu tout à l'heure que vous ferez un live le 25 sur Junji Ito. Ce sera à quelle heure? Alors, c'est le 25 juin. 25 juin. La date, pour l'instant, ce serait 16h.
16h, peut-être 17h, mais c'est en tout cas 16h, 25 juin, Junji Ito avec des invités de marque. On vous dit pas tout pour l'instant, mais il y aura des très lourds invités. Et on communiquera sur les réseaux. De toute façon, vous serez informés très, très, très rapidement. Et donc là, il nous reste quelques instants. C'est important de mentionner Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui nous a quittés hier à l'âge de 54 ans. On s'est réveillé avec la gueule de bois. On ne s'attendait pas à ça. L'œuvre qui est monumentale reste inachevée. Comment vous voulez lui rendre hommage? Comment vous avez réagi en apprenant sa mort? Qu'est-ce que vous retirez de son œuvre voilà. Ouais. Olivier? Terrible, forcément, un gros choc. Berserk, j'ai évolué de nombreuses années en voyant. Alors, je n'étais pas spécialement un lecteur de Berserk, mais j'ai vu comme tout le monde la première série, j'avais lu les premiers tomes, et on sait tous que voilà, c'est l'œuvre de sa vie. Il avait dit encore il n'y a pas longtemps dans une interview que sa plus grande crainte, c'était justement de disparaître avant qu'il puisse l'achever. Donc voilà, c'est vraiment terrible. Fais-le, on vous sent très, très, très ému, ouais. Je suis désolée, je vais avoir Non, beaucoup de mal à commenter parce que pas de problème. pour moi c'est vraiment une œuvre fondatrice pour moi. Berserk. C'est compliqué. D'accord, ok. On va alors on va déjà vous remercier. Ouais, mais on va pas se quitter là-dessus. On va pas se quitter là-dessus. parce que c'est cool, c'est que de l'amour, ça. Et puis l'histoire aussi de Berserk, c'est aussi l'histoire d'un monde où il n'y a aucun espoir et progressivement vous voyez l'espoir et l'amour ressurgir. Donc il faut garder cette idée-là aussi qu'à la fin tout allait bien et que le Guts allait sans doute vers l'apaisement. Pardon, faites-moi, on voulait pas plomber l'ambiance. Hein. Non, mais... En tout cas, lisez Berserk et lisez aussi Jujutsu Kaisen et le tome 9 qui sort le 3 juin. Carrément. C'est important. Oui, c'est important. Et en tout cas, dans les commentaires, Fédois, sache que beaucoup d'auditeurs partagent ta peine et te soutiennent et t'envoient beaucoup d'amour. Ouais. On est beaucoup à avoir le cœur brisé. Et puis, voilà. Il y a Semousby qui nous dit non, ne pleure pas, je pleure moi aussi là. Voilà, donc c'est extrêmement communicatif. I'm not crying, you're crying. Exactement. Un grand merci. Alors, un grand merci à vous d'avoir été avec nous. On a appris beaucoup de choses. J'espère que la communauté aussi a appris plein de trucs. Et d'ailleurs, restez avec nous la communauté parce qu'on va faire quelques annonces dans quelques instants. Voilà. Fédois, Olivier. Merci ça infiniment. Va, c'était cool pour vous. Vous avez passé un bon moment? Ouais, carrément. Merci ça passe très vite. Ça passe extrêmement vite. On aurait aimé faire plus, mais malheureusement. Parce qu'après, à 14h, il faut le mentionner pour ceux que ça intéresse. Il y aura un live sur l'Eurovision. Sur l'Eurovision, voilà. Et donc il y aura un peu de joie. Barbara Pravi, notre représentante à l'Eurovision, qui apparemment est bien placée chez les bookmakers. Mais c'est un autre débat qu'on ne va pas animer. Et ça, c'est juste après, c'est à 14h, me semble-t-il. Oui. Et d'ailleurs, on vous remercie encore chaleureusement. Vous reviendrez sûrement pour d'autres lives. Et restez avec nous, on a quelques annonces à vous faire avant de conclure. Salut. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Et alors, pour les annonces, parce que vous êtes beaucoup à nous demander, BFM parle de manga, BFM est sur Twitch et parle de manga. Alors oui, BFM parle de manga et BFM va continuer à parler de manga. Donc comme je vous l'ai dit, le 25 juin, on va parler de Junji Ito, puisque Junji Ito, c'est le grand maître de l'horreur japonaise. Il y a beaucoup de rééditions en ce moment. Il y a eu Spiral, il y a eu Guillot chez Delcourt. C'est en rupture de stock, ça revient bientôt. Il y aura aussi, dès le 7 juillet, Tomie chez le nouvel éditeur Mangetsu. Et il y aura après plein d'autres œuvres de Junji Ito qui vont revenir. Donc ça, on va l'évoquer avec plusieurs invités qui seront vraiment très intéressants et qui vont vous passionner. Oui. Autre chose à mentionner, nous, sur le site, on va continuer à parler de manga, évidemment. Il y aura bientôt, mercredi prochain, la sortie d'un excellent nouveau manga qui est Aohashi, qui est un manga de football. Donc ça tombe bien, c'est pendant l'Euro. C'est bien ça, mais j'ai pas lu. Alors c'est vraiment excellent. Bien. Alors moi je reste sur Captain Tsubasa qui était extrêmement bon. C'est le nouveau Captain Tsubasa. Ça sort chez Mangetsu, qui est un nouvel éditeur. C'est une série où il y a des dizaines de tomes. Et c'est passionnant, ça donne vraiment envie d'aller faire du foot, ça donne envie de se dépasser. C'est même très émouvant par moment. Et donc on aura une interview de l'auteur mercredi prochain sur le site. Formidable. Pour la sortie. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Ça fait longtemps qu'on utilise cette sortie. Aohashi. Ça. Et
on en avait parlé aussi lors du premier live sur l'Attaque des Titans. On vous avait teasé une interview de Kaneko pour la sortie de Search and Destroy pour son remake de Dororo de Osamu Tezuka, le dieu du manga. Alors, elle arrive, l'interview, elle sortira le 2 juin, puisqu'en fait, on attendait la sortie du deuxième tome pour la diffuser. Et l'interview est super, et donc on va vous parler de ça. Et donc, le jeu concours, évidemment, on n'oublie pas, on va vous faire gagner l'agenda de Jujutsu Kaisen, qui sort aussi le 3 juin, donc en fait, vous l'aurez en avant-première mondiale. Voilà, pour une rentrée 2021. Sous les meilleurs auspices. Oui, extrêmement stylé. Pour exorciser votre... votre rentrée, c'est toujours un peu compliqué, votre la prof. rentrée des classes. Et donc ça, on va faire le tweet dans 5-10 minutes. Vous allez sur mon compte, @j_lachasse, LACHASE. Il faudra retweeter le tweet. Et après, on fera un tirage au sort, je pense, lundi. Voilà, bon, je crois qu'on a bien fait le tour, là. On est bon, Jérôme? On est bon, on aurait pu parler encore des heures, Oui, mais on devait rendre l'antenne à 13h, et il est 13h. On avait plein d'autres trucs à dire. On n'a pas parlé de Mekaru, on n'a pas parlé de Panda, on n'a pas parlé de plein... Voilà, bref, c'est pas grave, c'est la vie. Merci à vous tous, et puis très vite, et au 25 juin pour Junji Ito. Voilà. Salut tout le monde. Salut Jérôme. Salut Nicolas. Salut.